Merci la presse d'être présente et de s'efforcer, même un 15 juillet, de rendre compte des travaux de notre Assemblée délibérante. Évidemment, les services, Monsieur le maire, de la commune de Thiers, qui nous accueille, qui nous sonorise mieux qu'au siège de Thiers-Doré-Montagne, mais ça c'est une anecdote pour celles et ceux qui connaissent les joies des micros du siège de TDM. Merci à la commune de Thiers de nous accueillir. Et puis, avant d'ouvrir la réunion, je voudrais saluer, puisqu'il y a eu des élections départementales et régionales, eh bien, nous avons dans notre assemblée délibérante plus seulement un conseiller départemental, mais je le félicite pour sa réélection, cher Olivier. Nous avons aussi une conseillère départementale en la personne d'Hélène Boudon, que je félicite chaleureusement pour son élection, pour leur élection, et puis nous avons même un suppléant en la personne de Claude Gouillon-Chenot. Donc voilà, les liens avec la collectivité départementale dorénavant passent en grande partie par vous, et je suis sûr qu'ils pourront continuer à être utiles et efficaces pour défendre les dossiers de la communauté de communes et des communes, comme l'a démontré récemment le dossier du centre aquatique pour lequel le département a apporté un financement tout à fait conséquent. Voilà, nous avons également une autre conseillère départementale du côté nord, en la première adjointe de Puy-Guillaume, par ailleurs membre du conseil communautaire, ce qui porte à 3 les conseillers communautaires, également conseillers départementaux, donc Alexandra Vierlogeux, qui est excusée ce soir, mais qui mérite tout autant les félicitations de notre Assemblée. Voilà. Et bien sûr, nous avons un autre échelon, cette fois l'échelon régional, eh bien, qui est tout aussi important pour Thiers-Doré-Montagne, chère Caroline, eh bien, la réélection de Caroline Guélon au poste de conseillère régionale de cette vaste région Auvergne-Rhône-Alpes, de cet ordre-là. Et donc, je la félicite également, et en notre nom à tous, je compte sur elle, sur eux, pour être évidemment les traits d'union, l'expression est jolie, entre les deux assemblées délibérantes. Voilà, merci et félicitations. Alors, dans un registre un peu moins joyeux, et je le regrette beaucoup, je vais sans doute vous apprendre quelque chose qui va très certainement vous contrarier autant que je l'ai été. Et contrarier quelqu'un qui est résolument optimiste, il faut faire quelque chose d'assez grave. Et en l'occurrence, il s'agit de quelque chose de vraiment grave. Je veux faire état de ce qui est arrivé à notre collègue maire, Jean-François Delaire. Jean-François Delaire, dans la nuit de samedi à dimanche, je ne dis pas de bêtises, ou vendredi à samedi, non, mais plutôt samedi à dimanche, a fait l'objet à son domicile d'une tentative visant à incendier son véhicule, probablement avec la maison qui abritait le véhicule, et peut-être même le propriétaire du véhicule et de la maison. Et donc, je voudrais évidemment, comme président du Thiers-Doré-Montagne, dénoncer de la manière la plus ferme, fervente, des actes de personnes lâches et qui déshonorent la République, qui déshonorent la citoyenneté. Et je voudrais que toutes et tous, ici, nous puissions unanimement, je l'espère, voter une motion symbolique, évidemment, mais je pense que dans ces moments-là, de tentatives d'intimidation, de faits qui relèvent du code pénal, et j'espère bien que les auteurs seront retrouvés et sanctionnés comme il se doit, que nous puissions apporter symboliquement un soutien, à la fois en dénonçant les actes dont Jean-François Delaire a été la victime, et lui apporter le soutien
à la fonction qu'il incarne, la fonction de représenter dans sa commune de Vaux-Montagne la République. Voilà, donc je soumets à vos suffrages ce soutien. Y a-t-il cette motion de soutien? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Eh bien, écoutez, je vous remercie. Et je vais te donner la parole, Jean-François. Alors, le micro va fonctionner normalement. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est simplement, bon, je ne prendrai pas part au vote, mais voilà, merci beaucoup de votre soutien qui est très nécessaire en ce moment, qui me va droit au cœur. Et voilà, j'espère que effectivement les coupables seront trouvés et j'espère qu'il ne vous arrivera jamais la même chose. Et on peut penser qu'une certaine idée, effectivement, une certaine considération de la fonction d'élu se dégrade, et je crois qu'il faut lutter au quotidien contre ça et être solidaire. Merci encore à vous tous. Et bon courage pour la suite, Jean-François. Nous serons à t'écouter à chaque fois nécessaire, comme l'est l'association des maires, comme l'a été le sous-préfet et comme l'a été le préfet. Voilà, l'ordre du jour appelle aussi la désignation d'une ou d'un secrétaire de séance. Y a-t-il des candidatures à cette éminente fonction? Le 15 juillet, c'est plus dur. Hein. Olivier Chambon est candidat. Y a-t-il d'autres candidatures? Marie-Hélène se précipite pour t'amener les documents qui vont t'aider à remplir cette fonction. Des avis contraires, des abstentions? Je vous remercie, Olivier, c'est un plébiscite. L'ordre du jour appelle ensuite le compte-rendu de la réunion du 19 mai qui faisait l'objet de l'annexe 1. Est-ce que ce compte-rendu appelle de votre part des observations? Des avis contraires à son adoption? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie, il est adopté. L'ordre du jour appelle un dossier qui concerne le personnel, une modification du tableau des emplois, et je donne la parole à Jean-François Delaire. Philippe Blanchose, mets-tu le micro. Merci, bon. Philippe, Monsieur le Président. c'est à toi. Je crois effectivement les vacances seront du bien à tout le monde. Donc un point concernant la modification du tableau des emplois. Donc il est rappelé que la communauté de communes Thiers de Vaux-Montagne exerce la compétence petite enfance, jeunesse depuis le 1er janvier 2019. En amont de ce transfert de compétences, la ville de Thiers a confié l'organisation et l'animation de l'ALSH 3-11 ans de Thiers à la Ligue de l'enseignement FAL 63 par le biais de la signature d'un marché, et dans une logique de continuité, la collaboration avec la FAL 63 a été poursuivie jusqu'à ce jour, le marché arrivant à son terme au 31 août 2021. Au regard des modalités de gestion des 4 accueils de loisirs sans hébergement, la reprise de l'activité par une gestion directe permettrait d'harmoniser les modes de gestion des accueils de loisirs sans hébergement du territoire. Ainsi, à compter du 1er septembre 2021, l'activité de la LSH de Thiers sera reprise en régie directe par la communauté de communes. Aussi, lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique, dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ses salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. C'est là où on se dit que le Code du travail est très complexe, juste à la lecture de l'article. Donc 7 salariés sont concernés par la reprise en régie directe 1er septembre 2021. 2 salariés ont d'ores et déjà fait part de leur intention de ne pas poursuivre avec la collectivité. Par conséquent, il conviendrait de créer 5 emplois permanents. Donc nous vous proposons de créer 5 emplois permanents, 2 emplois au grade d'animateur principal de 2e classe à temps complet,
un emploi au grade d'adjoint d'animation principale deuxième classe à temps complet, 25 heures 35e, un emploi au grade d'adjoint d'animation à temps non complet, 18h51, et un emploi au grade d'adjoint d'animation à temps non complet, 27h20. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc je vous propose... Oui, pardon. Éric Boucourt. Je ne vous voyais pas. Il y avait donc 7 agents. On en reprend 5 puisque 2 ne veulent pas suivre. Et c'est-à-dire qu'on économise 2 postes, ou est-ce que c'est l'augmentation des quotités horaires qui compense, ou bien ça pourra fonctionner avec moins d'agents? Non, en l'état, on reprend exactement les quotités horaires qui sont en vigueur, et on va essayer de faire en sorte, avec les moyens dont nous disposons, de répondre aux besoins. C'est-à-dire avec 2 agents de moins ou... Non, pas 2 agents de moins. On va voir sur les effectifs qu'on a si on peut redéployer, que ce soit en interne à TDM ou en lien avec la ville de Thiers. D'accord, merci. Alors, en complément de ce que vient de vous dire Blanchot, vous savez qu'on a une politique d'ouverture quand nous sommes sollicités pour des demandes de contrats d'apprentissage. Nous en avons déjà de mémoire au moins 2, dont Arthur, qui est ici présent, avec Karine Léchin, pour l'aspect audiovisuel de nos travaux de communication. Et là, nous avons une opportunité de quelqu'un qui pourrait se qualifier sur un grade et un diplôme d'État très précieux, qui est celui d'auxiliaire de puériculture. Et donc, avec un contrat d'apprentissage, alors je vous le fais de mémoire parce que c'est très récent, ça est arrivé après l'envoi des convocations, mais entre 12 et 18 mois, hein, je parle sous le contrôle de Christophe. Et donc, la proposition que je vous fais pour permettre à ce contrat d'apprentissage de démarrer dès la rentrée scolaire, c'est pour ça que je vous le rajoute, si vous en êtes d'accord, après le rapport de Philippe Blanchose, de me permettre de signer un contrat d'apprentissage supplémentaire dès le mois de septembre, pour permettre une qualification au diplôme d'État d'auxiliaire de puériculture. Voilà. Sur cet ensemble de propositions, des questions, d'autres questions, des avis contraires, des abstentions? Je vous remercie. Merci Philippe. Les rapports suivants sont des rapports financiers, donc c'est Olivier Chambon, vice-président, qui va nous les présenter et les faire voter. Olivier, c'est à toi. Merci Monsieur le Président. Point numéro 3, décision notificative numéro 1 du budget espace d'activité. Dans ce budget est intégrée la problématique du CIO, ex-CIO, où nous avons eu pas mal de dégâts des eaux, donc où des travaux sont à réaliser. Donc cette décision modificative, tant en fonctionnement qu'en investissement, s'équilibre. Les 40 000 € sont liés à des travaux avec un virement à la section d'investissement. On a des annulations de loyers correspondant à la période Covid, quelques régularisations au niveau de la TOM et un équilibre sur les dépenses imprévues. Voilà, vous avez exactement tout ça très précisé dans le rapport qui a pas d'incidence sur le budget espace d'activité. Est-ce que vous avez des questions? Des abstentions? Des oppositions? Merci. Quatrième question concerne le budget politique de la ville et de l'habitat, où est intégré les dispositifs OPARU, NPRU, le PIG et les autres activités touchant l'habitat. Donc on vous en parle souvent. Maintenant, ces questions sont souvent traitées en bureau concernant les aides particuliers. Sur ce budget, pour équilibrer ce budget sur budget primitif, on a besoin d'une subvention d'équilibre du budget principal. Ce qu'on vous propose, c'est par rapport à ces investissements et à ces dotations qu'on peut faire sur des
des opérations de programme d'intérêt général, des dépenses d'équipement, c'est d'abonder sur une subvention d'équilibre, mais en investissement, ce qui est plus intéressant pour le budget de la collectivité et qui aura moins d'impact sur le budget de fonctionnement. Et donc on peut tout à fait le faire par rapport à tout ça. Donc ce qu'on vous propose, voilà, c'est à titre d'information, cette subvention s'élèverait approximativement à 100 000 euros pour 2021. Donc je vous propose le principe d'un versement d'une subvention d'équilibre d'investissement entre le budget général et le budget annexe sur politique de la ville et de l'habitat, et ce, dans le cadre annuel budgétaire prévu, donc transfert du budget de fonctionnement à l'investissement. Des questions? Des abstentions? Des oppositions? Merci. 5e question à l'ordre du jour, création d'un budget annexe Racine 2. La zone de Racine sur les communes de Lamonnerie et de Paladuc est pleine. Donc c'est une zone qui fonctionne très bien, comme la zone de Felay. Depuis un petit moment, on parle d'extension de cette zone. Le vice-président Stéphane Rodier s'active à la tâche et un agrandissement de cette zone est prévu. On en a déjà parlé. Il y a une étude de faisabilité qui est en cours. Donc pour réaliser cet agrandissement, je vous propose de créer un budget annexe zone d'activité Racine 2 et d'autoriser le président ou son vice-président à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Une question, oui. Voilà. C'est bon? Allô? Oui, vous m'entendez? Oui. En fait, avec ce budget annexe, on est en train de s'engager à lancer l'extension de cette zone d'activité Racine. Oui. Donc, pour les élus de Courpierre, je voulais dire qu'on était d'accord pour moduler le dogme de zéro artificialisation nette pour relocaliser de la production industrielle et des emplois, parce qu'on ne peut pas réindustrialiser rapidement en ne comptant que sur la reconversion des friches industrielles. C'est long et c'est coûteux. Et pour respecter l'esprit du SCOT qui s'oppose à l'ouverture du foncier économique en dehors des pôles principaux, on soutient l'idée de réserver quelques extensions de zones d'activité à l'industrie et l'artisanat, en étant un peu plus modeste que ce qui est en surface, que ce qui est prévu au PLU de Thiers, de Paladuc, etc. On propose de limiter cette démarche aux premières années de la transition écologique pour ensuite investir dans le traitement des friches industrielles et commerciales partout où elles existent sur TDM. L'extension des zones d'activité proposées représente un potentiel économique qui suppose de réfléchir à notre stratégie. Quelques pistes. Quelles filières tenter de privilégier pour relocaliser le plus possible des industries pourvoyeuses d'emplois et renforcer celles qui sont déjà présentes? Quelles précautions pour ne pas reproduire l'écueil de la commercialisation de champs du bail où la plupart des acheteurs étaient des entreprises déjà installées sur le territoire de TDM qui se sont déplacées pour moderniser leur outil de production sans création nette d'emplois et en créant souvent des friches industrielles entre guillemets nouvelles ailleurs sur TDM. Il nous faut trouver un moyen de ne pas reproduire ce schéma. Ce n'est pas simple, j'en ai parfaitement conscience. Peut-être penser à un appel à projet sous conditions à définir en lien avec l'État et les partenaires que sont la Banque des territoires, les chambres consulaires, le pôle métropolitain et le parc naturel régional Livradois-Forez. Ces enjeux sur les zones d'activité de TDM ont été l'occasion pour nous, à Courpierre, de préparer une réflexion en commission d'urbanisme. Cela nous a permis de consigner des remarques pertinentes d'élus locaux que je voudrais vous faire remonter à cette occasion. Pas seulement vendre les terrains et les locaux courpierrois de la zone d'activité de l'AGA, mais aussi investir un peu pour les mettre aux normes, les mètres carrés de bureaux vacants en face de l'ancienne gare,
porter une attention paysagère et routière qui fait défaut sur la zone de l'Aga. C'est moins vrai pour la zone de Lachamp qui est mieux structurée. Rajouter une signalétique de tourne à gauche, zone d'activité de l'Aga qui manque en face de la Tour du Mort quand on arrive à Thiers. Tenter de commercialiser le bâtiment en L, proche de l'ancienne gare, dont la vacance ne fait l'objet d'aucune démarche promotionnelle, même dématérialisée, ou de petits travaux de mise aux normes avant commercialisation. Suite à ma question au bureau communautaire du 31 mars dernier, j'ai appris que TDM allait lancer une étude sur la reconversion des friches économiques sur tout le territoire de TDM, avec un rendu attendu pour fin 2021, et j'en suis ravie. Des élus de Courpierre m'ont aussi demandé d'agir pendant cette commission, d'agir avec TDM pour bouger la zone inondable qui handicape nos zones d'activité. Mais là, les choix des services de l'État s'imposent aux maires comme aux présidents des communautés de communes. Je suppose globalement que d'autres maires seraient intéressés par cette co-construction des démarches économiques communautaires, même ceux qui n'ont pas de zone d'activité ni de friche, parce que le poids financier des décisions que nous allons voter dans les mois qui viennent sur ce thème vont peser sur tous les contribuables de TDM. Et parce que je crois que l'arrivée d'emploi, même à 10 ou 15 kilomètres de sa petite commune, c'est toujours une bouffée d'oxygène pour un territoire qui a plus de chômage que la moyenne nationale. Voilà, donc ce vote sur Racine 2 me donnait l'occasion de faire remonter ces réflexions. Oui, c'est ce que j'allais dire. On est sur deux sujets qui ne sont pas complètement étrangers l'un à l'autre, mais là, on est sur de la technique comptable et que l'extension fasse 1 mètre carré ou 100 hectares, c'est la même logique en termes de règles comptables. Notre point positif dans tout ce que tu as cité et de satisfecit de l'action communautaire. Pour ce qui est de comment dire, ce qu'on peut avoir dans les zones d'activité. En grande partie, c'est des ventes. L'orientation de savoir à qui on vend, c'est le conseil communautaire qui décide. Je connais des EPCI qui ne vendent plus 1 mètre carré si le projet qui est présenté ne permet pas d'accueillir au moins une centaine d'emplois à l'hectare. Donc déjà, c'est quelque chose qui peut être, alors, faut être pragmatique, hein, parce que si on avait une file d'attente jusqu'à Clermont avec des entreprises qui fassent l'embouteillage sur l'autoroute, on les verrait venir. Hein. On n'en est pas là. C'est ça que je dis qu'il faut être pragmatique. Mais on a dit que celui-là, par exemple, on peut aussi décider. Ça, il y a une orientation qui a été prise en bureau communautaire et de manière unanime pour dire qu'il faut réévaluer le prix de vente des terrains. Tu parles de conséquences pour les contribuables. Ben pour moi, il n'est pas normal que les contribuables subventionnent la vente des terrains économiques. Il y a une logique dans tout budget annexe qui s'impose, c'est la logique d'équilibre entre les recettes et les dépenses. Bon. Donc, et on est tous d'accord là-dessus pour dire qu'aujourd'hui, le terrain nu est vendu de manière à des prix qui sont en dessous du prix de revient. Au minimum, remettre les prix de vente au niveau des prix de revient. Et ça, Stéphane Rodier, avec les services économiques de TDM, y travaille en ce moment. Donc on va être amené à proposer au conseil communautaire une nouvelle délibération sur les tarifs de vente des parcelles. Donc quelque part, on va exactement dans l'esprit de ce qui est évoqué par Christiane Sanson. Et moi, j'invite les collègues qui ont un intérêt pour ce sujet-là, tout simplement à participer aux travaux de la commission, comme tu l'as indiqué, Christiane, et puis de faire remonter aussi tous ces questionnements, je dirais, au quotidien, que ce soit via la direction générale des services ou via les membres de l'exécutif communautaire.
On revient au sujet, Olivier. Oui, je peux vous dire qu'en montagne tiernoise, moi, je peux en parler très librement parce que j'y suis pour rien, que cette zone de Racine 1 est très fière. Et c'est une excellente zone avec des centaines d'emplois. Et j'espère que Racine 2 sera tout aussi performante et accueillera autant d'entreprises. Une question ou une intervention d'Éric Bourg. Question. Au sujet de Racine, effectivement, c'est une vraie réussite en termes d'intégration aussi dans le paysage et dans le mode de vie de la montagne tiernoise. Par contre, dans l'hypothèse où on ne pourrait pas étendre Follet autant qu'on le souhaite, dans l'hypothèse où les questions de protection de l'eau seraient un frein, est-ce que l'extension de Racine peut être vue à la hausse, de Racine et d'autres zones éventuellement, mais notamment de Racine, parce que vu l'autoroute, pour l'investisseur, c'est pas fondamentalement différent. Ce qui compenserait le mieux peut-être le manque à trouver à Follet. Je ne sais pas quelle est la taille de l'extension prévue. Je vais donner la parole s'il reste encore suffisamment de foncier en réserve. À Stéphane Rodier. Je suis pas sûr qu'on ait tous les éléments de réponse ce soir. On en a une partie. Alors, sur la zone de Racine, avec le foncier disponible et avec l'étude telle qu'elle a été menée, on est capable de faire à peu près 4 lots. Voilà, qui en soi, c'est important, mais c'est quand même relativement modeste par rapport à ce que nous pouvons rencontrer, Julien Goubly, Sylvain Herman, moi-même, lors de rencontres avec des entreprises du secteur qui ont des volontés d'investissement. Il y a quelque chose de notable, et particulièrement dans les temps présents, c'est que on a visiblement des changements parmi les donneurs d'ordre qui sont en train de se retourner vers le marché national au vu de certaines difficultés de livraison avec des pays très lointains. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que un territoire tel que le nôtre a un intérêt à mettre les voiles pour prendre le vent qui est un peu meilleur que celui qui existait il y a quelques années, où depuis maintenant 40 ans, le pays, la France, a désindustrialisé fortement ce qui avait trait sur le pays. Et à mon avis, on a quelque intérêt à avoir du foncier disponible vis-à-vis des entreprises, et particulièrement celles du territoire, qui voudraient se développer. J'étais la semaine dernière au sein d'un groupe de travail économique du pôle métropolitain en lien avec l'agence d'urbanisme présidée par Dominique Adnaud, avec les plus grandes entreprises du Puy-de-Dôme. Très clairement, on sent que Thiers intéresse, le bassin tiernois intéresse, et qu'on pourrait retrouver le poids industriel qu'on a connu, mais qui du coup devienne un vrai facteur à la fois d'attractivité et un poids territorial accru de ce fait grâce aux entreprises de notre secteur. Bien, voilà en tout cas un sujet sur la création d'un budget annexe. Président, je ne pense pas qu'il aurait des questions, mais c'est quand même le fond du sujet qui est intéressant. Voilà. Juste une petite, un complément de réponse, Olivier, si tu veux bien. Je suis par contre assez rationnellement et raisonnablement et logiquement pessimiste, chère Christiane, quant à la possibilité de faire bouger les zones inondables. Surtout, enfin même pas que en ce moment. Hein. Ok. C'est bon, Monsieur le Président. Oui, on peut faire voter. Je vais ajouter un point. Sur les zones inondables Non. Sur le cas de Racine et de la consommation de terres agricoles. C'est pas la même chose. Bien sûr qu'il faut économiser sur les terres agricoles, mais c'est pas les mêmes terres agricoles en bas et en haut. Hein. On a en bas des terres très exploitables, en haut beaucoup moins, voire moins exploitées, voire menacées de friches non industrielles, mais de friches par les ronces. Bon, donc c'est pas la même chose.
Et ça n'obère pas le paysage si on les traite bien. Ce qui était le cas d'ailleurs à l'époque de Racine, ce qui montre que c'est pas parce que c'est ancien que ça a été mal fait. Voilà, avec ce contre-exemple terrible de Mathussière, dont je crains, parce qu'on va encore vendre 3 terrains, il n'y a toujours pas d'obligation qui soit assignée aux investisseurs. Voilà. Tout dépend comment on fait. Même si c'est dans la montagne, si c'est bien intégré, si c'est arboré, végétalisé, comme ça l'a été à l'époque, même si ça vieillit un petit peu, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'inconvénients, et je pense qu'il y a énormément d'avantages. Merci. Juste pour dire, sur Racine, certes, ça avait été bien étudié, mais il y a eu un réaménagement qui a été réalisé sous l'égide de mon prédécesseur Paul Rodier en montagne tiernoise. Un vrai bel aménagement au niveau de la signalétique, au niveau de la voirie. Et je pense qu'il y aura d'autres aménagements à faire. On a rencontré des industriels avec Stéphane Rodier il n'y a pas longtemps sur le déplacement doux, parce qu'aujourd'hui, à Racine, c'est une zone qui est faite pour les voitures et les camions. Et donc, cette zone, elle a été bien réalisée, elle a eu des aménagements qui ont été bien faits. Il faut continuer à la faire vivre par rapport aux évolutions qu'il peut y avoir. Mais effectivement, elle a été bien réalisée. Donc, je vous propose d'approuver la création du budget annexe zone de Racine 2. Quelle que soit sa superficie. Voilà. On peut pas régler ça aujourd'hui. Voilà. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Par rapport à ça, je vous propose un budget primitif du budget annexe Racine 2, qui est tout simplement, comme tous les budgets annexes de zones d'activité, qui reprend la gestion des stocks de Racine 1, donc qui est terminé, et qui reprend voilà tous les stocks comptables, aussi bien en dépenses et recettes de fonctionnement qu'en investissement, sur un budget bien évidemment équilibré, et qui va nous permettre de démarrer cette nouvelle aventure sur Racine. Donc je vous propose d'adopter ce budget primitif équilibré à un peu plus de 61 000 euros en fonctionnement et un peu plus de 105 000 euros en investissement. Des abstentions, des oppositions. Je vous remercie. Merci Olivier pour ces rapports. L'économie toujours, non plus sous l'angle comptable et budgétaire, mais sous l'angle de l'aboutissement. Là, on vient de créer quelque chose très en amont. Et avec Stéphane Rodier, on va aller à l'aboutissement. Même si on n'est pas sur Racine, on est sur Mathussière. Stéphane. Oui, alors la première affaire, ce sont trois sessions sur la zone de Mathussière. La première concerne 2 terrains. Sur la carte qui vous a été envoyée, c'est les terrains 30 et 28. Il s'agit de terrains de 1910 m² et d'environ 2000 m² à préciser, et ceci pour créer ce que l'on appelle un village d'artisans qui a été prévu lors de la création de la zone dans le document initial, et donc nous sommes plutôt heureux de voir un porteur privé qui veut bien se charger de créer du coup 2 locaux permettant un accueil d'artisans, soit en location, soit en vente, et ça pourrait permettre à environ 8 cellules d'être créées. Le prix au mètre carré sur cette partie est à 25 € du mètre carré, et donc vous aurez fait le calcul pour 1910 m² et 2000 m². Bien. On passe les 3 en même temps? Je fais les 3 en même temps. Alors, la deuxième partie, c'est la partie qui est classée 17, pas très loin du rond-point, sur le document sur la carte qui vous a été mise en annexe. Il s'agit d'une activité de restauration sur cette zone, avec aussi des bureaux et éventuellement une activité commerciale complémentaire. Il y a 4140 m². Nous sommes en première partie de rideau, et donc le prix au mètre carré est supérieur à 30 € du mètre carré hors TVA. Et le dernier point, c'est le terrain dit 1B,
sur le document, sur la carte qui vous est fournie en annexe. Il s'agit de l'entreprise ADEGE, qui est une entreprise de domotique et d'électricité générale, pour une surface de 2264 mètres carrés. Là aussi, première partie de rideau, donc 30 € du mètre carré. Et vous dire aussi qu'il y aura une activité, en plus du développement de l'activité domotique, et il y aura une installation d'un espace de vente avec showroom. Voilà les trois affaires qui vous sont présentées sur cette partie économie. Alors, sauf si quelqu'un y voit une objection, je propose d'adopter les trois rapports conjointement. Une question en tout cas. Court. Pas sur le principe de l'installation, mais encore une fois, est-ce que des obligations en termes de végétalisation, d'aspect d'implantation des bâtiments ont été demandées et contractualisées? Il y a les mêmes critères que pour les autres installations. Effectivement, on est sur un terrain avec des obligations en termes paysagers minimales qui sont inscrites, et donc ils doivent les respecter comme tout un chacun. Alors le règlement Ça va pas très loin. Hein. Le règlement de la zone n'a pas encore été modifié, hein, mais l'idée c'est bien de tendre vers des efforts supplémentaires exigés à partir du moment où on vend le terrain. À ça, en complément, un travail qui peut être fait indépendamment sur ces zones, Eric, c'est sur la partie domaine public qui appartient à la collectivité, où là, il est, à mon avis, éminemment souhaitable de travailler sur une amélioration de la végétalisation, mais c'est pas complètement non plus stupide d'attendre qu'on ait un maximum de parcelles vendues pour arriver sur le domaine public à travailler sur un plan de végétalisation beaucoup plus ambitieux que ce qui a été fait à l'origine. Et je dis ça sans critiquer personne, hein, c'est autre temps, autre mœurs, et je pense qu'il y a une prise en compte de l'exigence en matière de qualité paysagère, puis de la fonction que la végétation remplit par rapport au réchauffement climatique, par rapport aux îlots de chaleur. Donc il y a un vrai intérêt à aller dans cette direction. Pour la partie domaine public, je l'entends, hein, au point où on en est, autant attendre que tout soit vendu. Pour la partie privée, je crains fort que tout soit vendu et que personne n'aura d'obligation, et ça sera difficile de les imposer par la suite quand même. Il y a l'étude de tiers 2030, à laquelle plusieurs d'entre nous ont contribué. Elle a fait l'objet d'aucune restitution à ce jour, peut-être au bureau, je crois, mais on allait bien au-delà du bureau, donc j'espère qu'elle sera restituée et qu'elle débouchera sur quelques décisions opérationnelles. Il va y avoir effectivement un rendu, alors j'ai pas encore la date, mais il y aura un rendu à l'ensemble de la population, au-delà même du conseil communautaire de cette étude. Bien, sur ces trois sessions, il y a des avis contraires, des abstentions. Je vous remercie. Bernard Vigneault, en sa qualité de vice-président, va évidemment nous enthousiasmer, bien sûr, surtout avec le dossier numéro 10, mais je ne doute pas qu'il y arrive aussi sur le dossier numéro 11. Sur le dossier numéro 10, il s'agit de la création de la commission intercommunale d'accessibilité. C'est effectivement très enthousiasmant. Il faut savoir que la loi impose l'instauration d'une commission communale ou intercommunale, selon le cas, lorsque la communauté atteint plus de 5000 habitants. Cette communauté de communes de Thiers de Dore et Montagne doit donc créer une commission intercommunale d'accessibilité, une CIA, et cette CIA a un rôle consultatif, mais ne dispose pas de pouvoir décisionnel. Elle a pour mission de dresser le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle a aussi pour mission de faire des propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant, organiser un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées, et enfin, elle a pour mission d'établir un suivi des agendas d'accessibilité, l'ADAP,
et les attestations concernant les ERP du territoire. Il est donc proposé de créer une commission intercommunale pour l'accessibilité à titre permanent et pour la durée du mandat. Elle serait composée, en plus du président qui est membre de droit, de 8 élus répartis de la façon suivante. On pourrait dire 2 par territoire et 6 représentants d'associations. Il est donc proposé au conseil communautaire de créer une commission intercommunale pour l'accessibilité à titre permanent, d'arrêter le nombre de titulaires de la commission à 14, dont 8 élus communautaires désignés par le conseil du 21 janvier 2021, et 6 membres issus des personnalités associatives. Il s'agit aussi d'autoriser le président de la communauté de communes à arrêter la liste des personnalités associatives. Lesquelles sont sollicitées parmi les associations qui interviennent dans le domaine du handicap, évidemment. Voilà. Des questions. Il faut savoir que la commission existait préalablement, mais qu'il faut la recomposer suite au renouvellement. Des avis contraires, des abstentions. Je vous remercie. Alors, l'affaire suivante, Bernard, on peut peut-être la raccourcir. Elle est difficile à raccourcir, mais... Non, mais on va partir du principe que les collègues ont lu le dossier, donc on peut peut-être directement arriver à la conclusion et à ce qu'il est proposé au Conseil communautaire d'approuver. Il est proposé au Conseil communautaire... Il y a une question d'Éric Boucourt. Oui, juste avant de changer de sujet, oui. Bien sûr, il faut mettre en place la commission d'accessibilité, mais les membres élus, ils sont désignés quand Ils ont été désignés lors du Conseil communautaire du 21 janvier. Ah bon, d'accord. Donc, c'est tout est réglé. Les membres d'association, on a tout. Ah non. Non, ceux-là, ils ne sont pas désignés. On les sollicite. On va les solliciter pour qu'ils fassent des propositions. Bon, d'accord. Ok. On en aura certainement un. Oui, très bien. Parfait. Bien, je termine alors le point 11. Alors, il est proposé au Conseil communautaire d'approuver les procès-verbaux dressant la consistance, la situation juridique et l'état des biens qui ont pu être cités au préalable et que vous pouvez consulter sur ce rapport et son annexe. Et puis, il s'agit aussi d'autoriser le président à signer les procès-verbaux et tout document qui s'y rapporte. Alors, je rappelle que ces rapports, ces procès-verbaux étaient dans les annexes 3 à 10. Hein. Donc, vous avez eu communication de l'intégralité des documents. Voilà. Donc, sur l'ensemble de ces procès-verbaux, tels qu'ils ont été listés et qui, en gros, sont en lien avec l'ancienne commune du pays de Courpières. Hein. Essentiellement, oui. Voilà. Non, pas essentiellement, complètement. Bien, y a-t-il des questions? Avis contraire? Abstention? Je vous remercie. Merci à toi, Bernard. Et puis, l'ordre du jour appelle ensuite un rendu compte à la fois des décisions prises par les différentes séances du bureau communautaire, donc le 19 mai, le 9 juin, le 24 juin. Donc vous avez la liste détaillée de tout ce qui a été délibéré. Et puis vous avez ensuite le rendu compte des délégations que j'ai exercées conformément à ce que vous m'avez autorisé à faire l'année dernière, à peu près à la même époque, pour la durée du mandat. Sur ces sujets qui ne nécessitent pas de délibération, je vais évidemment faire part de questions. Oui, Christiane? Juste sur ta délégation numéro 28, là, qui concerne la convention d'occupation temporaire du module 3 du gîte d'entreprise de l'AGA, ça veut dire Abyss Note, le retour, c'est ça? Comme ça, à brûle pour point. J'ai pas bien compris la question. Mais ce qu'il y a, c'est que Abyss Note, c'était une société qui était dans un des lots du site du gîte d'entreprise de l'AGA. Oui. Ensuite, elle est partie il y a quelques années Oui. et le lot est resté vacant. Donc là, ça veut dire qu'ils reviennent, c'est ça?
Quelqu'un peut répondre? Moi, j'ai pas le dossier là. Hein. Oui, bah, tu me le diras plus tard, il n'y a pas Voilà. d'urgence. Hein, Bon, mais... on fera un retour avec le dossier. Simplement, voilà, comme nous, on n'était pas au courant, on a D'accord. découvert. Quoi. Très bien. Il y aura un retour, Christiane. Merci. D'autres questions? Oui, Éric Boucourt. Bon, c'est une simple remarque de principe, mais je déplore que les subventions politiques de la ville, dans le cadre du contrat ville, à hauteur de 89 623 € étaient décidées en bureau communautaire par voie de délégation du conseil communautaire au bureau, et ne fassent l'objet d'une information qu'a posteriori pour le conseil, non seulement pour le conseil communautaire, mais même pour le conseil municipal de Thiers, lequel, lui, n'a pas du tout cette information. Certes, on peut aller la chercher, mais c'est quand même extrêmement paradoxal. Quand on veut rapprocher les élus des citoyens, on rapproche les élus proches des citoyens. Le conseil communautaire, il y a une majorité d'élus qui ne sont pas directement concernés, même s'ils ne s'en désintéressent pas, même, et les élus les plus concernés n'ont pas cette information. La somme n'est pas très importante, mais elle est sensible. Hein. Ces associations sont fragiles, elles sont en attente. Je sais que l'équipe municipale est en contact avec elles, hein, heureusement, mais je pense que tous les élus du conseil municipal doivent être informés de ces subventions. Voilà. Donc, c'est plus une remarque qui s'adresse donc plus en fait à notre maire. Il peut répondre que la compétence est transférée, mais c'est pas parce que la compétence est transférée que le conseil municipal ne doit pas être informé d'une question aussi sensible, me semble-t-il. Alors, je réponds au nom du maire que, bien sûr, je ne vais pas répondre la réponse que tu attends qu'il te réponde, puisque tu l'as fait toi-même, mais sur le transfert de la compétence. Simplement dire qu'on peut évidemment, à l'avenir, améliorer le processus d'information et qu'avec le maire de Thiers, nous y veillerons. Voilà. Simplement, on mettra à l'ordre du jour du conseil municipal un point d'information sur ce point. Y compris, on peut imaginer aussi que ça fasse l'objet d'une information en commission. Mais ça, effectivement, après sur la partie ville de Thiers, je laisse Stéphane Rodier organiser les choses. Le fait que ça fasse l'objet d'une information officielle au conseil municipal peut être repris par la presse. Enfin, ça, c'est dans le procès verbal. Non, mais... J'ai travaillé avec plus de 30 contrats villes. J'ai jamais vu ce genre de situation. Alors juridiquement, c'est correct, mais la délégation en plus la délégation entre le conseil et le bureau est tellement large qu'il peut passer plein de choses. Bon, je pense que c'est pas votre intention, donc ta réponse et celle de Stéphane me conviennent. Très bien, merci Eric. Sur ces rendus comptes, y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions? Bien. Je vous remercie toutes et tous. L'ordre du jour est épuisé. Je vous donne rendez-vous pour un conseil de rentrée le 22 septembre, sans doute dans ces lieux. Si les conditions sanitaires le permettent, on réintégrera peut-être le siège de Thiers d'Or et Montagne. Vous le verrez dans les convocations, mais vous pouvez d'ores et déjà fixer la date. Merci, oui. Ah, pardon, oui, une petite... oui, j'allais oublier un sujet important. J'avais bien prévu de vous exposer, et pourtant, nous avons appris récemment, le nous étant essentiellement les élus du secteur plutôt au nord de Thiers d'Or et Montagne, anciennement la communauté de communes entre Allier et Bois-Noir, pour faire simple, de la situation du collège de Puy-Guillaume, le collège Condorcet, dont le conseil d'administration a appris fin juin d'une réduction significative et plus significative que prévu au mois de janvier de ce qu'on appelle la DHG, la dotation horaire globalisée. Réduction à un tel niveau que ça va se traduire mécaniquement à la rentrée par la suppression de 2 classes. Et avec un autre effet mécanique, des effectifs qui vont se rapprocher très près des 30 élèves par classe. Ce qui, pour tous ceux qui ont soit élèves, soit enseignent, relève du défi pédagogique
et dans tous les cas d'une diminution de la qualité de l'enseignement. Et donc, comme ça a été fait dans certains conseils municipaux du secteur du territoire, je propose au conseil communautaire de voter une motion, elle n'est pas écrite à la ligne près, mais dans l'esprit, c'est de contester cette réduction à ce point de la dotation horaire globalisée du collège de Puy-Guillaume, le collège Condorcet, et de demander, c'est un vœu, au recteur d'académie de revoir les moyens alloués au collège de Puy-Guillaume pour rétablir le nombre de classes à ce qu'il est cette année scolaire 2020-2021, enfin ce qu'il a été puisque l'année scolaire est terminée. Voilà. Y a-t-il des avis contraires à cette motion de soutien? Des abstentions? Bien, je vous remercie et je vous souhaite à toutes et à tous un bel été qui, nous dit-on, ne va pas manquer d'arriver. Merci.